De retour à tout savoir, on parle d'un sujet assez, je veux dire assez malaisant souvent de parler de ça pour certaines personnes. On parlera de santé mentale chez les hommes afro-descendants et chez les femmes aussi, évidemment. Et avec moi, Rosette Badioko, qui est la fondatrice du centre Elikia. Elikia, qui a gagné dernièrement un concours avec, je vais te laisser le dire, Oui. le Pitch Cassia. Alors, c'est avec le Pitch Cassia, donc ça s'est passé le 25 janvier, donc c'est très récemment à l'Université d'Ottawa et j'ai gagné, enfin moi et plusieurs personnes, on a gagné le les a concours. reçus. Je pense qu'il reste une personne que je n'ai pas encore reçue, mais on essaie d'avoir les gagnants de ce concours-là. Félicitations. Et tu as gagné? Et j'ai gagné le concours de ce qu'on appelle le prix démarrage, donc du coup en lien avec mon projet qui est le centre Elikia. Elikia, tu me disais, ça veut dire dans ta langue espoir. C'est ça, c'est-à-dire que moi je viens de je suis née en République démocratique du Congo et en fait le mot Elikia veut dire espoir, donc ça prend le sens avec le projet que je suis en train de faire. Alors parlons de ce projet-là. Toi déjà à la base, tu es consultante en victimologie. Ouais. C'est quoi ça? Alors la victimologie, petit mot barbare et en fait souvent les gens pensent que la victimologie c'est comme la criminologie. C'est vrai que c'est une branche, mais aujourd'hui la victimologie devient une science à part. Alors brièvement, qu'est-ce que ça fait? La victimologie te forme à pouvoir intervenir avec les personnes qui ont vécu des traumas. Donc, quand je parle de trauma, ça peut être un trauma, on va dire, scène de crime, mais ça peut être aussi un trauma au niveau de la famille, ça peut être un trauma au niveau du travail. Et donc, du coup, en fait, la victimologie t'aide à travers des outils à intervenir pour pouvoir permettre la guérison. Voilà à peu près qu'est-ce qu'on fait en victimologie. J'aime tout ce qui a rapport avec la guérison de l'humain, de l'âme, tout ça. Moi, ça me parle. Et je me demande pourquoi toi, tu t'es lancée dans ça jusqu'à penser à fonder le centre Elikia. Alors, je pense qu'il y a je pense que ma vie entière, j'étais destinée à faire ça parce que je pense qu'il y a plusieurs événements. Mais c'est vrai qu'il y a un événement, on va dire, catalysateur qui m'a moi-même emmené à un trauma. C'est que j'ai été, alors ça date de 2018, oui, 2018, j'ai été victime, enfin pas victime, mais j'ai été témoin d'une scène de crime. J'étais en France, témoin d'une scène de crime. Très brièvement, je vois la scène de crime comme derrière toi. Et en fait, je vois la personne mourir devant moi, la police, tout ça. Moi, je dois venir au Canada une semaine après. Je prends mon avion et j'arrive et c'est le drame. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe. À l'époque, j'étais dans un programme en droit. Et en fait, du coup, je me fais remercier gentiment parce que j'arrive pas à suivre le rythme. Je n'arrive plus à prendre les transports en commun. Dès que je vois la personne qui ressemble à la personne qui a poignardé, je vis des choses, voilà, je me refais le film. J'ai été aidée et en fait, du coup, la personne me dit, tu peux pas rester en droit, mais va en victimologie. Et je lui dis, pourquoi je vais aller en victimologie? Pourquoi je vais aller en victimologie? Elle dit, c'est un mélange des deux, ça va peut-être t'aider à remonter tes notes et peut-être qu'après, tu pourras revenir en droit. Et je vais là et en fait, je fais ma propre thérapie. Ça veut dire que je rencontre des professeurs qui vont m'aider à comprendre. J'ai vécu un stress post-traumatique, comment on fait pour s'en sortir. Un livre très intéressant de Pascal Brion, qui est une psychologue au Québec, qui aide comment à se relever du traumatisme. Et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidée en fait. Donc du coup, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais nous aussi, on vit des choses comme ça. Il n'y a pas d'explication théorique, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et en fait, du coup, j'ai commencé à découvrir les différents outils, quels sont nos mots aussi, nous, en tant qu'Africains et Caraïbéens, et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réussir. Et je me suis plongée dedans. J'ai mis du temps. Et l'objectif avec ton centre, ça serait, je pense qu'il y a plusieurs objectifs déjà. Oui, j'en ai plusieurs. OK, on va y aller avec 2 objectifs. Okay. Ça serait lesquels? Alors, le premier objectif, ça serait un objectif de sensibilisation et d'éducation. Parce que je pense qu'on doit vraiment s'éduquer en termes... Parce que généralement, les personnes pensent la santé mentale, c'est tout de suite la santé clinique, donc dépression, troubles du comportement. Alors qu'en fait, la santé mentale, c'est aussi le bien-être. Comment on fait pour récupérer son énergie? Comment on fait pour juste comprendre qu'est-ce qui nous arrive? Comment on fait pour discuter? Donc ça, c'est vraiment le premier objectif de sensibilisation et éduquer les personnes sur qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi moi, dans ma famille, je suis comme ça. Est-ce que je pourrais faire une pause ici Oui. Pour te demander comment tu comptes le mettre en œuvre? Parce que, comme tu viens de le dire, là, tu veux vraiment t'attaquer à la communauté afrodescendante et des Caraïbes aussi. Et on a du mal à se laisser comme être vulnérable devant d'autres personnes. Donc, comment toi, tu vas aller les rejoindre pour les faire parler? Alors,
le mot vulnérabilité, ça veut dire que si moi aujourd'hui j'ai un problème, je vais venir te parler en tant qu'amie, en tant que sœur, on va pouvoir travailler. Pour les hommes, c'est plus compliqué parce que les hommes, je parle des hommes africains, caribéens, déjà la perception, la stigmatisation, ils n'ont pas confiance au niveau ce qu'on appelle le système judiciaire. Parce que quelqu'un, on va dire, je prends un jeune homme, couleur de peau noire qui se fait agresser, son premier réflexe, ça ne sera pas aller porter plainte contre la police. Donc mon but, c'est de vraiment essayer, donc c'est ce que j'essaye de créer. Donc quand je vais bientôt, je n'ose pas dire la date parce que non, voilà, mais je vais créer une plateforme numérique qui va pouvoir mettre en lumière tous ces aspects-là d'éducation à travers des experts qui vont venir et des personnes qui vont venir partager justement leurs témoignages et comment éduquer. Ça, c'est vraiment mon premier gros volet. Mon deuxième volet, c'est en lien avec la thérapie. Et dans ces cas, ça, c'est la thérapie. Il y a 2 formes de thérapie. Il y a une thérapie qui est, on va dire, pratique, qu'on va aider la personne à travers des outils. Et il y a la thérapie qui est clinique. Et là aussi, je compte m'associer avec des psychologues, des thérapeutes, des naturopathes, des kinés pour pouvoir vraiment aider qu'on puisse guérir ces traumas. Parce que nous, quand on est africains, on regarde les choses de façon globale. On n'est pas tout seul. Donc, quand on arrive en thérapie, souvent la thérapie, on va dire classique, c'est oui, parle-moi de toi. Non, il faut que tu parles de la famille, il faut que tu parles de tes frères, de tes sœurs. Où est-ce que toi, tu te situes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Ça permet d'avoir une meilleure vision de la thérapie et de savoir où est-ce que je peux y aller exactement. Donc, ce sont les 2 gros leviers. Il y en a d'autres, mais ça fait partie des plus gros. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu partages là? Parce que quand les gens entendent thérapie, en tout cas les gens de nos communautés, c'est un peu comme non, je ne vais pas ça. Non. Je peux dealer avec mes propres affaires. Alors que souvent, tu n'as même pas les propres mots pour parler de tes émotions. Et tu ne sais vraiment pas souvent de quoi tu souffres. Je le dis en griffe parce que ce n'est pas une maladie. C'est souvent un trauma comme toi. Tu as fallu être en contact avec des professeurs, des experts qui t'ont aidé à dire, OK, c'est ce que tu as vu comme scène de crime qui t'a créé ce trauma. Et nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, ils sont bien intentionnés, mais ils n'ont pas les outils. Alors, vraiment, ça, c'est une très bonne remarque. Je vais juste donner un exemple parce que j'accompagne aussi des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Souvent, dans la pensée collective, on se dit, mais si elle se fait taper dessus, pourquoi elle reste? Généralement. C'est tellement vrai. Généralement, alors que non. Alors, généralement, c'est pourquoi elle reste? Parce qu'en fait, il faut comprendre que avant que cette personne devienne son bourreau, c'était d'abord son amoureux. Et il y a on va dire des théories qui sont mises en place, le syndrome de la femme battue. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle à travers la violence. Ce n'est pas juste des coups et des coups. Il y a un premier cycle, il y a d'abord une situation, ensuite il y a la tension, il y a les coups, etc. Donc c'est pour ça qu'elle ne reste pas. Qu'elle reste là, en fait, justement. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Donc, il y a tout un schéma qu'il faut qu'on comprenne quand, par exemple, aussi, pour les jeunes garçons qui grandissent sans père à la maison, qui n'ont pas de figure paternelle et que, du coup, ils sont totalement, alors, je prends entre guillemets, ils sont totalement ce qu'on appelle aliénés par la mère parce que leur mère va commencer à forcément dire « tu ressembles à ton père, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça », mais le père, il n'est pas là. Il est défaillant. Il n'est pas physiquement là. Donc, le jeune garçon, il grandit, il se compare à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça s'appelle l'aliénation parentale. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre c'est quoi les mots derrière et aller chercher les bonnes ressources pour pouvoir se guérir. C'est un gros morceau auquel tu t'attaques. Mais je pense que, quelque part, il y a beaucoup de personnes, même si elles ne le disent pas à haute voix, qui sont prêtes à recevoir ce processus de guérison. Je dis guérison parce que c'est une guérison qui va prendre du temps et ça va toujours, jusqu'à la fin de vos jours, là, c'est quelque chose qu'on va devoir démêler. Et ce qu'on ne veut pas faire, je suppose que c'est un objectif caché que tu as, je le prends pour acquis, c'est ne pas transformer nos enfants en ce que nous avons été. Alors deux grands leviers. Donc, c'est pour ça que le mot guérison, c'est vraiment un processus. Il faut être prêt à le faire. D'où le fait que je m'associe avec des experts aussi dans d'autres domaines que moi pour être sûr qu'une personne qui va ouvrir la voie de la guérison puisse être accompagnée du début jusqu'à la fin. L'autre situation sur qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Ça, c'est très important parce qu'on est tout... Encore une fois, je mets vraiment ça entre guillemets dans la pensée collective. On est toujours un peu perçu comme par... Je vais te garder sur ça. Là. Je sens qu'il y a des bonnes affaires qui vont venir. On revient après la pause. Vous regardez Tout savoir.
De retour à Tout savoir, on parle toujours de santé mentale chez les afro-descendants, hommes et femmes. Et avec moi, la fondatrice du centre Elikia. Oui. Elikia qui veut dire espoir. Rosette. Rosette, tu me parlais avant la pause, tu me donnais des exemples par rapport au fait de ne pas transmettre les traumas qu'on a à nos enfants. Alors oui, je vais vraiment, je vais juste brièvement apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice sur ça. Voilà, donc rapidement, c'est qu'il serait important qu'on puisse transmettre autre chose que par le prisme de l'esclavage, par le prisme de la colonisation. On a beaucoup de réussites en tant qu'Africains et Caribéens, et c'est aussi un de mes combats sur comment on se perçoit en tant qu'homme, comment on se perçoit en tant que femme, africain et caribéen. Ah, c'est très bien. Et alors, c'est quoi la suite avec le centre? Tu as remporté le prix. Le concours, donc oui. maintenant, le concours, oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La suite, c'est quand est-ce qu'on aura accès au centre? Alors, le centre, il ne va pas s'ouvrir tout de suite, il va s'ouvrir en 2025. Alors, vraiment, je travaille dessus pour pouvoir le créer. Par contre, je vais ouvrir une plateforme dans les prochains mois qui s'appelle Cycle et Tabou. Et en fait, c'est une plateforme numérique qui va concilier histoire et victimologie pour pouvoir donner des outils et des ressources à toutes les personnes qui veulent se guérir. Merci beaucoup. Moi, je te souhaite bonne chance. Et lorsque le site il est lancé, oui. On se réserve une entrevue pour que tu puisses nous parler maintenant de où est-ce que tu t'en vas avec ce gros projet-là. Sincèrement, je t'envoie de bonnes ondes parce que je sais que tu vas faire du bien à nos communautés. Merci infiniment, avec plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, oui, c'est sûr qu'on n'a pas d'informations à vous donner, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai là. Je vais la poursuivre pour avoir les bonnes informations pour qu'on ait accès à tout ce qu'elle a à offrir à notre belle communauté. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit vendredi. Bye bye.